la une de l'actualité, conférence de presse de Tamouzok, une association qui regroupe plusieurs communautés du Nord. Elle était face aux hommes de médias pour parler de ses objectifs et actions. 17 affaires sur 25 ont été jugées lors de la première session ordinaire de la Chambre correctionnelle du tribunal militaire de Mopti au titre de l'année 2024 et qui vient de prendre fin, des affaires relatives aux blessures involontaires, au vol et vente illégale d'armes, entre autres. Ce soir, nous allons dans l'univers du Miankala à la découverte du Mongolo, une danse traditionnelle des hommes. Aujourd'hui, cette danse célèbre les grands événements. Tout sur le Mongolo dans ce 20h. Merci de suivre ORTM1. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 2 février. Fin cet après-midi à Bamako de la réunion des experts sur la conception et l'instauration d'un visa unique AES pour l'entrée des étrangers dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, dénommé Visa Liptako. Ce visa communautaire sera valable pour l'entrée de chacun des pays membres de la Confédération. Les travaux qui ont regroupé les experts des 3 pays membres ont permis de proposer un modèle de visa unique d'entrée dans l'espace AES. Il est également proposé un e-visa qui sera délivré en ligne. L'objectif d'un tel exercice serait, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, d'assurer la fluidité des déplacements des ressortissants de l'AES et offrir le même confort aux ressortissants des pays qui nous entourent. Il reste à présenter au ministre en charge de la Sécurité le reportage complet de Alousseni Touré dans nos futures éditions. Conférence de presse de l'Alliance pour la paix et la concorde Tamouzek. Face aux hommes de médias, l'objectif et les actions de l'Alliance ont été abordés. Ainsi, les responsables de l'association veulent apporter leur contribution pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Le point avec Aldumatina. Créée il n'y a pas longtemps, plus précisément le 29 novembre 2024, l'Alliance pour la paix et la concorde Tamouzok, qui veut dire le vivre ensemble en tamashek, et regroupant les différentes sensibilités des communautés du Nord, est une association qui entend aider l'État dans la quête de la paix, de la cohésion sociale, de la justice sociale et de la consolidation de l'unité nationale. Loin d'être une association basée sur l'esprit communautariste, Tamouzok s'évertue à apporter sa vision et ses compétences au pouvoir public pour l'instauration de la paix et ne s'appuiera que sur les conclusions et recommandations issues du dialogue intermalien pour mener ses actions républicaines et patriotiques. Dans ce travail-là, nous allons contribuer à aider l'État du Mali à la paix et à la réconciliation. On ne peut pas réconcilier si on ne discute pas. Et le gouvernement malien l'a bien compris et il y a un ministère spécialement dédié à cela. Le ministère de la Réconciliation, dirigé par le ministre Ismaël Ouagé, qui fait très bien son travail et qui a un programme de réconciliation, de stabilisation, de rapatriement des réfugiés et de retour des déplacés dans leur terroir d'origine. Donc l'association aide à cela. Et on va dialoguer avec lesquels la loi nous permet de dialoguer. Il y a naturellement des gens qui ne peuvent pas revenir au Mali s'ils restent dans les positions qu'ils ont aujourd'hui. Les hommes des médias, lors de cette conférence de presse, ont eu des précisions sur certains points relatifs, notamment aux relations entre l'association et l'État, ou encore la stratégie qu'elle compte adopter auprès des groupes armés en belligérance avec l'État pour les faire revenir à la raison. Nous n'avons non plus aucun complexe à parler avec tout le monde, y compris ceux qui sont en belligérance armée avec l'État. Et d'ailleurs, c'est avec ceux qui sont en belligérance avec l'État qu'on doit chercher à parler. Et c'est auprès d'eux qu'on doit user de tous nos efforts pour les faire revenir à la raison. Nous sommes ici en mission. Et la mission pour la paix n'a pas de limite. Nos relations avec l'État seront des corrélations entre une association et un État. C'est-à-dire que l'État, ce que les gens ne comprennent pas, les associations ont un accord cadre, c'est comme des ONG. L'État lui-même volontairement délègue aux associations et aux ONG, qui sont membres de la société civile, un certain nombre de ces prérogatives très limitées, un cadre bien défini dans lequel elles doivent exécuter des positions de la politique de l'État lui-même. Donc, vraiment, retenez une chose, que nous ne sommes qu'une association. Nous ne sommes qu'une association, je répète encore, nous ne sommes qu'une association qui travaille dans le cadre des dispositifs étatiques qui est là.
Face à la presse, le président de l'association reste ferme sur les valeurs républicaines du pays. Dans le monde entier, quand il y a des repentis, ils sont accueillis, ils sont recyclés. Et le gouvernement du Mali a même un programme dans ce sens-là. Maintenant, ceux qui ont des problèmes avec la loi vont croiser le fer avec les rigueurs de la loi. Ceux qui ont commis des crimes de sang, des crimes impardonnables ou imprescriptibles, seront soumis aux rigueurs de la loi. C'est très clair, hein? Comprenez-le très bien. Ce n'est pas une association de blanchiment des criminels ou des terroristes. Mais nous sommes là pour contribuer maintenant auprès de l'État à la résolution de tout ce qui peut être récupéré pour faire la paix. En organisant cette rencontre avec la presse, l'association Tamuzok ambitionne déjà de renforcer la visibilité de son engagement et de créer un espace d'échange qui permettra d'impliquer davantage les acteurs clés dans la construction d'un Mali uni et prospère. Le lancement officiel de l'Alliance pour la paix et la concorde Tamuzok aura lieu dans les jours à venir selon les responsables. À Bougouni, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a procédé à une remise de vivres et de non-vivres aux femmes de la localité. Par ce geste, la ministre témoigne tout son engagement pour une autonomisation des femmes. Ouertem Bougouni, Jafar Aïdara et Abdul Djibril Bagayoko. En marge de sa visite dans la région de Bougouni, 15e région administrative du Mali, Mme Diarra Djeneba Sanogo a tenu une rencontre avec les femmes qu'elle qualifie d'agents actifs de développement et qu'elle met au cœur de toutes ses activités de développement. Au cours des échanges, plusieurs doléances ont été présentées au ministre. Les femmes issues des associations et coopératives évoluent dans un contexte difficile dans notre région. Les obstacles à l'épanouissement des femmes se résument principalement à l'analphabétisme de la majorité d'entre elles, à l'insuffisance de financement des activités génératrices de revenus, les difficultés d'accès aux fonds de roulement, aux intrants, équipements agricoles et surtout aux terres agricoles, l'insuffisance de formations adéquates et de mesures d'accompagnement. Cette rencontre a permis au ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille d'engager un dialogue direct avec les femmes et témoigner son soutien aux initiatives prises pour l'épanouissement et le développement des femmes. Ma présence ici est en accord avec une instruction forte du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, l'instruction qui vise à mettre la femme au cœur du développement à travers son autonomisation, en travaillant avec toutes les femmes et filles du Mali, partout au Mali, pour améliorer leurs conditions de vie. A rappelé que la ministre Sanogo, en se rendant à Bougouni, n'est pas venue les mains vides. Elle a saisi cette occasion pour faire parler son cœur en procédant à la remise des vivres, des matériels de maraîchage et des semences aux femmes pour les donner un coup de pouce. Auparavant, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a visité les stands dans lesquels nous pouvons voir les produits transformés par les femmes. Inauguration de 50 forages. La cérémonie s'est déroulée à Ouenzenlou, dans la commune du Mandé. Une réalisation rendue possible grâce au programme spécial d'aide aux associations et fondations. Le compte-rendu de Balakissa Ouattara et Suleiman Diabaté. L'accès à l'eau potable n'est plus un luxe pour la population de Ouézendougu dans la commune rurale du Mandi. Les corvées d'eau laissent désormais place à un véritable soulagement pour les habitants qui font partie des bénéficiaires des 50 forages mis à la disposition des 6 communes du district de Bamako et du cercle de Sibi. Niagalin Keïta, ménagère, voit par ce geste une autorité dévouée au bien-être de ses citoyens. Dieu seul sait combien nous sommes reconnaissants pour ce forage. Nos enfants et nous souffrions énormément durant le mois de Ramadan. Merci aux donateurs. Ces forages sont financés par le PESAF, programme spécial d'aide aux associations et fondations. Il s'agit d'un programme d'urgence élaboré sur initiative des autorités de la transition pour soutenir les associations, ONG et fondations ayant subi les effets de l'arrêt des financements de certains bailleurs de fonds. Ces forages vont soulager des millions de femmes et d'enfants de corvées d'eau. Ils contribueront aussi à améliorer la santé et l'hygiène. J'invite les parents à alléger les corvées des filles et leur permettre de poursuivre leur éducation scolaire. C'est aussi l'occasion de rappeler aux bénéficiaires
cette eau de l'utiliser avec parcimonie et rigueur. C'est donc un défi que le Mali est en train de relever, dira le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Ce programme a été initié en réponse à certaines adversités pour dire que le Mali est attaché à sa souveraineté et que toutes les fois qu'il y a l'hostilité, nous sommes prêts à répondre en mettant en avant notre souveraineté. Ce don des 50 fourrages du PESAF a été précédé de plusieurs autres, dont le plus récent à Sibi a concerné 4 ambulances offertes à 4 communes. Incitation à la violence à travers des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Les faits se passent à Narena. À la date du 31 janvier 2025, 2 vidéos ont été publiées accusant les autorités de la transition de brader le pays. Pour en savoir davantage, le gouverneur de la région de Koulikoro a dépêché une équipe sur les lieux. Le point avec nos envoyés spéciaux, Boubacar Sissoko et Amadou Tchokari. Les sociétés minières opérant dans le cercle de Kangaba sont légales. Quant à la société minière chinoise Yuyang SRL, elle possède en bonne et due forme ces documents d'exploitation livrés par l'État qui sont à jour. Et force doit rester à la loi. Les gens ont été dédommagés. Certains ont eu plus de 15 millions. Ça s'est fait tout récemment. D'autres ont eu 20 millions. C'est pour vous dire, bref, que tout a été fait dans la légalité. Tout compte fait, nous allons mener des investigations parce que le dossier sera passé à un autre niveau. Ils ont cassé la mairie, agressé les Chinois, brisé la vitre de la voiture du sous-préfet. Pourtant, rien n'explique ce comportement puisque tous les droits des agriculteurs ont été payés par les Chinois. Tous les agriculteurs ont été dédommagés. Il faut que l'État mette fin à ces désordres. Les gens ont eu leur dû à la mairie. Il faut poursuivre les auteurs des vidéos intox. Les vidéos sont devenues un phénomène de mode. Il suffit de trouver quelques forfaits pour essayer d'ameuter ou bien d'alerter les gens. Les réalités sont là, on est sur le terrain, on est suivi par des équipes techniques et il n'est même pas dans notre intérêt de ne pas travailler selon les normes. Donc, puisque les normes sont représentées, c'est pourquoi l'État aussi nous affecte le service pour nous protéger. On ne peut pas venir seulement sur le terrain de quelqu'un et se mettre à exploiter. Non, ce n'est pas comme ça. Il ressort de différents témoignages que personne n'a été lésé concernant les compensations des parcelles au niveau du permis de la société minière Yuyang. Elles ont été faites en conformité avec la loi. Nous sommes obligés. On fait des sensibilisations pour qu'ils puissent comprendre notre rôle. On veut juste les mettre dans leurs droits parce que nous sommes entre le fer et l'enclume. D'autres ne comprennent pas parce que c'est l'État qui nous charge de pouvoir leur donner ce qu'ils devaient avoir. Donc, dans certains sens, il y a d'autres populations même qui ne savent pas à comprendre. Parce que dans ce genre d'activité, il y a tout genre de personnes dedans. Dans cette localité de Narena, l'État fera tout pour éviter le pire et mettre fin aux agressions physiques qui sont devenues monnaie courante. Sauf Dibi, personne ne peut dire qu'elle n'est pas informée de la situation. Même les champs qui ont été inondés cette année ont été dédommagés par les Chinois. Son champ est bel et bien évalué. Il était présent. Nous qui sommes les maires, ils nous menacent de mort. Ils m'ont agressé devant notre porte, m'accusant de collaborer avec les Chinois. Je demande à l'État de rendre justice. Sur le terrain, on constate également qu'après les travaux d'excavation, on procède au remblayage. Ils ont travaillé ailleurs avant d'être dans notre champ. On avait refusé, mais quand nous nous sommes informés auprès des autorités qui ont attesté de leur bonne foi, nous avons enfin accepté.
Au regard des agissements contre les lois de la République dans le cercle de Kangaba, des mesures urgentes doivent être prises pour mettre fin au désordre dans le secteur des mines. Fin des travaux de la première session ordinaire de la Chambre correctionnelle du tribunal militaire de Mopti au titre de l'année 2024. Je le disais dans les titres, pendant 5 jours, 17 affaires sur 25 ont été jugées. Ces affaires sont relatives aux infractions d'homicide involontaire, de blessures involontaires, de vol, de vente illégale d'armes de guerre, entre autres. Reportage Boubacar Sankaré et Suleiman Tepsougué. Sur les 25 affaires correctionnelles qui étaient inscrites au rôle, 8 ont été renvoyés à la prochaine session. 5 jours d'audience ont permis à 26 prévenus d'être fixés sur leur sort. 23 condamnations et 3 relax. Les peines prononcées varient entre 5 ans, la peine maximale en matière correctionnelle, et 3 mois avec sursis. 5 ans d'emprisonnement ferme ont été prononcés contre 5 prévenus, civils comme militaires. 4 ans d'emprisonnement ferme ont été prononcés contre un prévenu. Et la peine de 3 ans d'emprisonnement ferme a été prononcée contre 4 prévenus. La peine d'emprisonnement d'1 an ferme a été prononcée contre un prévenu. Et la peine du sursis à exécution a été prononcée contre 7 prévenus au total. En plus de ça, Monsieur le Président, un mandat d'arrêt à l'audience a été décerné. Un mandat de dépôt à l'audience a été décerné. Le barreau se félicite de la bonne organisation de cette session, mais estime que les sanctions infligées aux prévenus sont lourdes. Quand on condamne un prévenu au maximum de la peine, nous les avocats, nous avons du mal à comprendre. Parce que la fourchette, c'est 1 an à 5 ans, si on va jusqu'à 5 ans. Alors que c'est un délinquant primaire, on a du mal à comprendre. Nous, au siège, nous osons croire que nous avons été objectifs, que nous avons été impartiaux dans l'examen des dossiers qui nous ont été soumis. Avant de lever l'audience, le procureur a mentionné que 50 nouveaux dossiers sont en phase d'enrôlement pour la prochaine session. Une session qui se tiendra avant la fin du mois d'avril 2025. Et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel informe les conseillers de la République, les membres associés et les invités que la cérémonie d'ouverture des travaux de la 7e session ordinaire de la 6e mandature est prévue pour demain lundi 3 février 2025 au siège de l'institution Sisa Koulouba en présence du Premier ministre en chef de gouvernement. Le thème de la session porte sur le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement. Mise en place terminée 9h30. Le président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katili, s'est compté sur la présence de tous les conseillers de la République et les membres associés. Les séances du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont publiques. Lancement à Badiangara du projet Réponse multisectorielle aux communautés les plus affectées par la sévérité des besoins humanitaires au Mali, financé par le Fonds humanitaire pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce projet entend répondre aux besoins urgents des déplacés internes, des retournés des communautés hôtes. Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. Ce programme humanitaire se concentre sur plusieurs secteurs clés: la sécurité alimentaire, la santé et nutrition, la protection de l'enfance, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que l'éducation. La directrice de l'ONG Yaktou a souligné l'importance de cette initiative pour améliorer les conditions de vie des communautés affectées. En tant qu'humanitaires, nous ne sommes pas restés insensibles aux souffrances des populations, notamment celles affectées par les conflits dans nos différentes localités. Nous avons toujours été aux côtés des autorités nationales et régionales pour soutenir les initiatives et à répondre aux besoins urgents. Le représentant de Save Children International a insisté sur l'engagement de son organisation à offrir une réponse adaptée aux besoins spécifiques des populations en détresse. Nous concentrerons nos efforts sur les abris et non-vivres et il est impératif que chaque personne déplacée interne bénéficie d'un accès
à l'abri pour la protection de leur dignité. Ensuite, la nutrition étant une réalité alarmante pour beaucoup de familles déplacées, nous allons déployer des cliniques mobiles, polyvalentes et former des agents de santé communautaires qui auront pour mission de sensibiliser et d'assurer la prise en charge des cas de malnutrition et éventuellement des références évacuation. Le gouverneur a salué cet appui important qui contribuera à restaurer l'espoir et à renforcer la résilience des communautés. La mise en œuvre de ces projets sera assurée par Save the Children et son partenaire local, l'ONG Yaptou. Le FRAOC interviendra dans 2 régions, Mopti et Bandiagara, avec une concentration dans 3 communes prioritaires, Tenenkou, Mopti et Bandiagara, avec un budget total de $700,000 et une durée d'exécution de 12 mois. Je voudrais également souligner l'appréciation et le soutien des autorités régionales de Bandiagara envers les actions de Save the Children International, dont les interventions dans les domaines du développement et de l'humanitaire sont reconnues et saluées. Dans un contexte marqué par des crises humanitaires persistantes, ce projet représente une lueur d'espoir pour des milliers de personnes à Bandiagara. Rencontre de plaidoyer de l'Agence nationale d'assurance médicale ANAM pour le paiement de la quote-part des communes au financement du RAMED, régime d'assurance médicale. C'est pour garantir l'engagement et la contribution des participants pour assurer une mise en œuvre efficace du RAMED au service des indigents et autres personnes en situation défavorable. Reportage après Imakone et Amadou Dolo. De 2011 à 2024, l'Agence nationale d'assurance médicale ANAM dit avoir une dette d'environ 318 millions de francs CFA vis-à-vis des collectivités territoriales de la région de Koutiala dans le cadre du paiement de leur quote-part pour la mise en œuvre du régime d'assistance médicale à RAMED. Pour amener les collectivités territoriales à être plus solvables, l'ANAM procède à une vague de sensibilisation à travers cette rencontre de plaidoyer auprès des autorités régionales et locales. Nous allons échanger sur les modalités d'immatriculation au niveau de la région et ensuite nous allons parler un peu de la prise en charge avec les structures prestataires par rapport aux assurés qui se présentent dans les différentes structures. Que ceux qui sont au niveau commune soient soignés au niveau des CSCOM, ceux qui sont au niveau région soient soignés au niveau des CCRF. Les collectivités territoriales devront permettre de garantir le financement du dispositif du RAMED et d'identifier les personnes qui en ont besoin. Chaque contribution au RAMED est perçue comme un pas vers l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour les populations vulnérables. Faites en sorte que notre région honore ses obligations par rapport au paiement de sa quote-part. Ainsi, vous rendrez un service patriotique à votre région en particulier et au Mali en général. Par ailleurs, le directeur général de l'ANAM a transmis les remerciements du ministre de la Santé et du Développement social au maire de la commune urbaine de Koutiala pour le paiement d'une partie de sa contribution au titre des années 2022 et 2023. Visite de terrain du préfet du cercle de Massigui à Nyanchila, c'est dans la région de Djouila. Le préfet et sa délégation ont visité quelques structures et échangé avec les forces vives de Nyanchila. Un compte rendu, Moustapha Doumbia et Issaba. La mairie de la commune de Nyanchila et les bureaux du sous-préfet sont les premières structures à recevoir la délégation conduite par le préfet du cercle de Massigui. Une délégation qui a ensuite visité le centre de santé communautaire et l'école fondamentale de ces chefs-lieux de communes érigés en arrondissement. Après la visite des structures, les représentants des forces vives de Nyanchila ont salué les efforts des autorités de la transition et ont évoqué quelques préoccupations. Nous souhaitons la mise en disposition du personnel enseignant suffisant et qualifié, l'augmentation de la subvention de l'État, la réalisation des forages, l'entretien régulier des routes. La commune de Nyanchila compte 14 villages pour plus de 21 000 habitants. Les principales activités sont l'agriculture, l'élevage et les petits commerces. Les femmes et les jeunes de cette commune demandent respectivement l'accompagnement dans les activités génératrices de revenus et la construction d'une salle de spectacle. Des doléances bien notées par l'exécutif qui a invité à une conjugaison des efforts. Le cercle de Massigui ne sera que ce que ses filles et ses fils
feront de lui. Pour son développement, nous devons tous rassembler nos énergies pour soutenir les initiatives de plusieurs autorités de notre pays. Pour ce faire, chacun en ce qui les concerne doit œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, sans lesquelles aucun développement n'est possible. En prélude à la visite des structures, le préfet et sa délégation ont rendu visite au chef de village de Nyanchila. L'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou apporte son soutien en remettant des vivres aux victimes des inondations, un geste qui traduit sa solidarité envers ces personnes dans le besoin. Reportage Najim Baba Sissé. Soucieuse de la condition de vie de leurs concitoyens victimes de la crue exceptionnelle du fleuve Niger, l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou remet aux communes du cercle de Tombouctou leurs contributions composées de céréales, de l'huile et des pâtes alimentaires. Cette année, le cercle de Tombouctou a été victime vraiment d'inondations, de catastrophes qui interpellent chacun de ses fils. C'est ce qui a motivé nos ressortissants qui n'ont jamais fait défaut quand il s'agit du cercle de Tombouctou. C'est pour un peu atténuer ceux qui sont en train de vivre. Nous pensons aussi faire d'autres donations, Inch'Allah. Chaque fois que le cercle aura besoin de nous, Inch'Allah, ils nous verront. Ce geste humanitaire est salué par les autorités administratives et politiques qui mesurent la portée d'un tel geste et encouragent les autres à suivre l'exemple de la RDCT. Cette donation va créer un sourire chez les sinistrés parce que nous avons assisté à des déplacements, à beaucoup de mouvements dus à cette montée des eaux. Au nom des autorités administratives et politiques, nous remercions l'association des ressortissants de Tombouctou qui a bien voulu accompagner les autorités administratives et politiques dans le cadre de la prise en charge des victimes d'inondation à travers ces vivres-là. Cette cérémonie modeste a vu la participation de quelques élus et chefs de quartier qui ont exprimé leur satisfaction à travers ce don. Connaissez-vous le Mongolo? Au RTM 100, on nous amène ce soir dans le Miankala. Le Mongolo est une danse acrobatique et très critique qui a été initiée par les hommes depuis la nuit des temps pour s'opposer au Nyogan inventé par les femmes pour revendiquer leurs droits. Le Mongolo, à la base, a dénoncé publiquement certains mauvais comportements des femmes, mais très vite, il a pris un caractère rituel célébrant du coup les grands événements. Voyage dans le Miankala, la découverte de Mongolo avec Brice Akone. Voici tout d'abord une esquisse de la danse Nyogo. Danse inventée par la deuxième fille chez les Mianka appelée Nyogo pour revendiquer le droit des femmes. Face à cette popularité et à la montée du féminisme dans une société miankala plus patriarcale, les hommes vont très vite se concerter pour contrecarrer cette idéologie. Oui, ils se sont concertés pour dire que non, il faut également un instrument de musique traditionnel pour les hommes également, qui va porter le nom de Mongolo. Avec un accoutrement spécial en pantoufles pour les hommes, le Mongolo, parlons-en. Nous sommes à la 3e édition de la Semaine nationale du Mamala. Le Mongolo de Sanguela et ses danseurs ont épaté plus d'un. Il est composé de 3 instruments et le chant peut se faire par un homme ou une femme, comme pour dire que l'homme et la femme sont indissociables. Le Mongolo n'a pas assez de totems. Même les femmes peuvent danser, n'est-ce pas? Alors, le Mongolo. Maintenant, le Mongolo, s'il y a des mariages, on peut jouer le Mongolo. S'il y a des décès également, on peut jouer le Mongolo. Mais des décès de façon, dans le cadre, n'est-ce pas, de la tradition, je veux dire. La danse Mongolo, déjà, apparemment, on ne la danse pas comme ça. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever, se proclamer danseur de Mongolo. Que ça s'apprend depuis à la France. Danse guerrière par nature, on reconnaît le Mongolo aux nombreux pas de bravoure exécutés, entremêlés aux critiques virulentes des chants. Transmis de génération en génération, il est bien plus que de simples mouvements. Le Mongolo reflète un pan de l'identité culturelle Miankala. Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai eu la chair de poule parce qu'en fait, c'est une danse saisonnière. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça se danse pendant les fêtes traditionnelles et pour saluer la bonne récolte, la belle saison. Nous avons l'habitude de l'amener à la biennale artistique et culturelle depuis le temps Moussa Traoré. Les Nyoro se dansent de façon très très posée. Mais le Mongolo, c'est une danse
extrêmement importante et c'est très acrobatique. C'est une manière de critiquer. Non seulement de faire des éloges et de critiquer. Une société bien harmonisée, peut-on dire. Et si par nature plusieurs danses ont tendance à être participatives, les spectateurs lambda ont du mal à se joindre à la danse mongolo. Véritable code de société, le mongolo fut et demeure toujours un espace de partage et de vivre ensemble. Ce que le mongolo déteste beaucoup, ça c'est en tout cas le mauvais comportement surtout. Donc c'est le renforcement de l'éducation chez nous. Le mongolo est venu pour renforcer l'éducation, le bon comportement dans notre société. Souvent, ça ne se joue que lorsqu'il y a un mort, un vieux ou une vieille personne qui meurt. Donc on joue le mongolo, les femmes s'arrêtent d'une part et les hommes s'arrêtent d'une part. Ils se lancent des insultes et des insultes amicales, quoi. Malgré la menace de la modernisation sur notre culture, le mongolo, comme beaucoup d'autres danses traditionnelles de chez nous, joue un rôle significatif dans la préservation de notre histoire. Culture toujours, Ségou vivre déjà au rythme du festival sur le Niger. Les couleurs ont été annoncées hier soir à travers la finale du concours national de musique dénommé Talent de la Cité. C'est Mohamed Touré alias Babsi de Bamako qui a remporté le premier prix. L'initiative qui a mobilisé près de 300 jeunes artistes au départ vise à professionnaliser davantage la musique malienne. Depuis Ségou, Cheikh Oumar Sankari. Sur les planches de la scène Mangala Kamara du Centre culturel Corée de Ségou, les talents en herbe se sont exprimés pour la 11e édition du concours Talent de la Cité. Sur le podium, Sirantou Kouyaté et Mama Boré de Ségou, respectivement à la 3e et 2e place, derrière Mohamed Touré alias Babsi de Bamako avec son titre phare Cheikh Kamadou Bamba. Bon, franchement, là, j'ai pas de mots. Je suis très content. Je remercie d'abord mes musiciens qui ont été vraiment là pour moi. C'était à la hauteur. Donc, je remercie le public aussi de Ségou. En tout cas, Bamako a gagné. C'est le Mali qui a gagné en un mot, quoi. Nous sommes tous des gagnants. Des remerciements aux musiciens qui ont été essentiels dans cette compétition car chacun a joué en live. Pour ce concours, en fait, on avait des critères qui sont les accoutrements, les occupations de scène et aussi la voix, la justesse de la voix, l'orchestration et la réaction du public. Et oui, le concours Talent de la Cité vise globalement la professionnalisation des jeunes musiciens comme le veut le concept Malikoura. Cette 11e édition du concours national Talent de la Cité vise à stimuler l'innovation, la créativité, l'émergence de jeunes artistes talents conformément à la vision de nos plus hautes autorités, en l'occurrence son Excellence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a mis un accent croissant sur la promotion accrue des jeunes talents dans le cadre de l'année 2025, année de la culture. La soirée finale de la 11e édition du concours Talent de la Cité s'est déroulée en présence des autorités et du parrain Abdoulaye Diabaté. Les lauréats gagnent respectivement 1 800 et 700 000 francs CFA, dont une partie en formation continue à l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM. Et toujours au Festival sur le Niger, nos envoyés spéciaux nous signalent l'arrivée cet après-midi des artistes du Niger à Ségou.
Les délégations officielles sont attendues demain pour la semaine de la fraternité AES que Ségou va abriter en marge du festival sur le Niger. Nous restons à Ségou. Soutien à l'AES. Les sages de Ségou se mobilisent, cela à travers une journée de prière et de bénédiction. Et quant aux femmes de la région de Tombouctou, elles se sont fortement mobilisées pour signer des engagements afin de soutenir les chefs d'État des pays de l'AES, Ségou, Kandé-Sila et Tombouctou, Najim Baba Sissé. Vive l'AES, c'est le site de Dagala, au fin fond de la commune de Sakoiba, à une dizaine de kilomètres de Ségou, qui accueille cette journée de prière et de bénédiction pour l'Alliance des États du Sahel. Journée initiée par les sages de Ségou. Dagala est un lieu réputé pour des séances de bénédiction. C'est pourquoi nous sommes ici pour faire des bénédictions pour nos 3 pays. Séances de prière, lecture du Coran et autres invocations servent de support ici pour témoigner du soutien des populations aux initiatives en cours au Mali, au Burkina et au Niger. Il est temps que nous, tous les Maliens se lèvent pour accompagner nos autorités. Donc c'est dans ce cadre que les sages de Ségou ont organisé cette journée de prière couplée de bénédiction pour la stabilisation et de l'espace AES. Et soutenir nos autorités actuelles, les autorités militaires de la transition qui sont là. Vraiment, on se reconnaît dans tout ce qu'ils sont en train de faire pour ce pays. Et on est condamné à réussir ensemble. Déjà, on commence à produire un résultat par rapport à la lutte contre l'insécurité. L'avenir de ces États du Sahel est entre les mains de la jeunesse de ces pays. On note que cette journée de mobilisation sous l'égide des sages de Ségou enregistre la présence des ressortissants d'autres localités de l'intérieur du pays. En apposant leur signature sur ce manifeste, les femmes de la région de Tombouctou s'engagent à soutenir les chefs de la Confédération des États du Sahel dans la poursuite de leurs efforts au bonheur des peuples de l'espace AES. Cette mobilisation est la preuve de leur détermination à accompagner toute initiative venant des leaders de ces 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous, les femmes de la région de Tombouctou, avons décidé de marquer cet événement de façon inoubliable à travers la signature des engagements pour soutenir les efforts des 3 chefs d'État de la Confédération des États du Sahel dans l'atteinte des objectifs de l'AES. Pour nous les jeunes, cela signifie que nous avons désormais l'opportunité de rêver différemment. Rêver d'un Sahel où la paix n'est pas un luxe, mais une réalité. Les autorités administratives et politiques sont rassurées par cette démarche entamée par ces femmes issues des organisations, associations et mouvements pour la cause d'une Afrique qui se réveille. Et si aujourd'hui encore les femmes de la région se mettent ensemble en rang serré pour venir s'engager devant les autorités, à accompagner, à soutenir les efforts des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, nos autorités administratives, cela nous réconforte et nous rassure dans notre voie, la voie d'accompagner et de répercuter ce que l'ensemble des chefs d'État de la Confédération nous donnent comme instruction ici au niveau de la région de Tombouctou. Sans répit, à 19h, elles ont convergé à la place de l'indépendance autour d'un concert géant. Là encore, le soutien à l'AES était dans toutes les chansons, avec des messages à l'unisson pour appuyer tous les projets des chefs des États de l'AES en faveur de leur peuple. L'ambassadeur du Mali au Nigeria a présidé les travaux de la 4e réunion du cadre de consultation des chefs de mission diplomatique des pays de la Confédération AES à Abuja. La rencontre a permis aux diplomates de passer en revue plusieurs sujets relatifs à la vie de la Confédération AES et d'analyser le contexte marqué par une intense activité de coordination du pilier diplomatie. Abuja, Amadou Sankari. Les sujets abordés par le cadre de consultation ont porté sur l'effectivité de la mise en circulation des passeports de l'AES, la célébration à travers les États de la Confédération de l'an 1 de leur départ de la CEDEAO, mais également sur les conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES tenue à Ouagadougou le 26 janvier 2025, avec en ligne de mire les mesures immédiates à entreprendre pour la mise en œuvre effective du chronogramme de travail arrêté par les ministres, et cela en prélude aux négociations prochaines entre les équipes techniques de la Confédération AES et de la CEDEAO. S'agissant de la mise en circulation des nouveaux passeports,
ainsi que les autres mesures sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, prises par le Collège des chefs d'État de la Confédération, le cadre de consultation des chefs de mission diplomatique à Abuja a salué la diligence avec laquelle les notifications officielles subséquentes ont été faites en direction des pays partenaires, ainsi que les vulgarisations auprès des membres des communautés AES vivant au Nigeria. Enfin, la clairvoyance des dirigeants de la Confédération AES est saluée comme un gage de progrès et de volonté de sauvegarde des intérêts de l'ensemble des populations ouest-africaines. C'est dans cet esprit que le président du cadre de consultation, l'ambassadeur Cheikh Oumar Koulibaly, a invité ses collègues de la Confédération AES à Abuja et leurs équipes respectives à rester mobilisés au regard des importantes échéances qui s'annoncent dans le cadre de la définition des modalités de coopération future entre l'AES et la CEDEAO. Au Burkina, le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement à travers le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement a lancé les travaux de réalisation de 8 forages profonds et 8 piézomètres. Cette initiative vise à fournir de l'eau potable aux populations et de maîtriser les ressources souterraines du pays. Reportage à Kassoum Milogo et Sayouba Mambone. Par ce geste, le directeur du cabinet de la présidence du Faso, en compagnie du ministre en charge de l'eau, lance ici à Sorokodougou, à quelques jets de pierre de Bobo-Dioulasso, la bataille de l'eau. Une bataille annoncée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo dans sa déclaration de politique générale le 27 décembre dernier et à laquelle prend part une délégation ministérielle forte d'une dizaine de membres. L'initiative vise à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement en couvrant durablement les besoins en eau des populations sur tout le territoire national. Son Excellence, le président du Faso, chef de l'État, accorde une place importante à la recherche et à la découverte bien sûr des potentialités qui se trouvent sur notre territoire. Je pense que ce lancement aujourd'hui témoigne de cette recherche parce qu'elle va au-delà des questions d'eau et je pense qu'elles permettront de mieux savoir et mieux comprendre ce qui se trouve dans notre sol et permettre des exploitations judicieuses dans le futur. Au-delà de la connaissance de la ressource en eau, il y a d'autres aspects. Vous avez vu que nous allons aller entre 500 et 1000 mètres, dont la question géologique et hydrologique sont invitées. Et nous avons les BIMIGER ainsi que les universités qui vont appuyer pour qu'au-delà du développement que nous avons, ce soit adossé à la recherche scientifique. Et ce que nous espérons, et nous engageons tous les acteurs pour qu'à terme, ces genres d'infrastructures puissent être réalisés par les Burkinabés et pour les Burkinabés. En plus d'offrir de l'eau potable aux populations, c'est aussi le lancement d'un gigantesque projet de recherche qui, à terme, mettra à jour la carte géologique du Burkina Faso. Les données géologiques et hydrogéologiques de ces ouvrages serviront à alimenter un modèle de gestion intégré du bassin sédimentaire de l'ouest du pays permettant une meilleure connaissance du potentiel en eau souterraine de cette région, essentiel pour soutenir notre développement économique. Pour mener à bien ce projet, le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement, PAEA, a entrepris dans les régions des hauts bassins et des cascades la réalisation de 8 forages et 8 piézomètres de 500 à 1000 mètres de profondeur, une première au Burkina Faso. Le forage est réalisé jusqu'à atteindre la roche dure en adoptant une technique et une approche rigoureuse alliant recherche scientifique, recherche de débit d'eau intéressant. Le but est de localiser les différents aquifères, notamment leur épaisseur, de localiser les couches imperméables et de déterminer la productivité des différents aquifères. Ces investissements réalisés par le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, symbolisent ces besoins en été. Mon engagement à garantir un accès équitable et durable à l'eau potable pour chaque Burkinabé et démontre ma volonté de développer des solutions innovantes pour surmonter les défis géologiques qui freinent l'exploitation efficace de nos ressources en eau souterraine. D'une durée de 18 mois, la bataille de l'eau va aussi soutenir la réinstallation et le relèvement des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives, lesquelles déplacées reçoivent ici des vivres des mains des autorités. Et voyons à présent le bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien
du 31 janvier au 1er février 2025. Commentaire Jocelyne Amoussou. Lors d'une reconnaissance offensive menée par un détachement FDS de Bankilare en direction du village d'Engui, en passant par le hameau des Ac, soupçonné d'abriter des criminels, un bouclage suivi d'une fouille ciblée ont conduit à la saisie de 2 motos, d'un panneau solaire et de divers équipements servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Par ailleurs, dans la zone de Makolondi, une autre unité militaire en mission a découvert un engin explosif improvisé. Une équipe du génie militaire est immédiatement intervenue pour le neutraliser en toute sécurité, sans incident. De plus, une patrouille mixte des forces de sécurité opérant dans la zone de Tamou a découvert une cache à hauteur de Caritas contenant du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Après sécurisation des lieux, les équipements ont été détruits par incinération sur place. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, sur la base de renseignement, une des unités en charge de la sécurisation des travaux du pipeline a intercepté un véhicule de marque Nissan au village de Garare, transportant 56 bidons de gasoil. Selon le conducteur, le carburant était destiné à ravitailler le réseau d'une société de téléphonie mobile du village de Kauchinkaba. Le suspect ainsi que le matériel saisi ont tous été transférés à la brigade territoriale de gendarmerie d'Ourafan pour les investigations appropriées. Au nord du pays, dans le cadre de l'opération Garkwa, les forces de sécurité ont mené une mission de déguerpissement des sites d'orpaillage illégaux dans le secteur du Djado. Lors de cette intervention, une patrouille a été prise pour cible par des tirs de harcèlement provenant d'un individu embusqué. Face à cette attaque, nos hommes ont réagi avec rapidité et professionnalisme, contraignant l'assaillant à prendre la fuite. Dans sa précipitation, ce dernier a abandonné un véhicule signalé comme volé ainsi qu'un fusil d'assaut AK-47 avec son chargeur. Ces éléments ont été immédiatement saisis par les forces engagées. Par ailleurs, plus au sud de la zone d'opération, 3 individus ayant tenté de s'opposer à l'action des forces de sécurité ont été interpellés. Dans la région de Difa, à l'est du Niger, le jeudi 29 janvier 2025, des enlèvements ont eu lieu à Legam et Kinchandi, où une femme et un troupeau de gros ruminants ont été respectivement kidnappés. Alertés rapidement, les patrouilles de sécurité sont intervenues sans délai, permettant de secourir l'otage sain et sauve. De plus, l'ensemble du bétail a été retrouvé et restitué à ses propriétaires légitimes. La veille, les autorités militaires de Kablewa ont enregistré le ralliement d'un ex-combattant en fuite de la secte Boko Haram, illustrant la tendance progressive des anciens membres à abandonner les hostilités pour se rendre. Nous poursuivons ce journal. La signature de convention de partenariat entre l'Institut national de prévoyance sociale INPS et l'Université Kourougan-Fouga de Bamako. Cette convention concerne la création d'un institut de formation professionnelle dans le domaine de la protection sociale. La cérémonie de signature a été suivie par Mariam Koné et Jenny Makan-Diabati. Cette convention de partenariat entre l'Institut national de prévoyance sociale et l'Université Kourougan-Fouga de Bamako prévoit des formations diplômantes à l'Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale. Cet institut est l'aboutissement d'un long processus dans le cadre du renforcement des compétences techniques des personnels de l'INPS, mais aussi d'autres Maliens, par des offres de formation adaptées aux réalités professionnelles. Le dit partenariat concerne initialement 4 programmes de formation, à savoir un master en droit du travail et protection sociale, un master en gouvernance financière de la protection sociale, une licence en droit du travail et protection sociale, une licence en gouvernance financière de la protection sociale. Ce partenariat vient renforcer le système de formation professionnelle dans le domaine de la sécurité sociale au Mali et dans la sous-région. Cet institut va fonctionner conformément au décret 2008 portant institution du système LMD dans l'enseignement supérieur au Mali,
conformément aux références du RESAO, conformément au référentiel du CAMES et conformément à tous les textes qui régissent l'enseignement supérieur et la recherche au Mali. Cet institut va délivrer des diplômes reconnus au Mali, dans l'espace UEMOA, dans l'espace CAMES et reconnus sur le plan international. Il faut souligner que la Convention a déjà permis à l'UNPS d'inscrire une douzaine de ses cadres. Je suis convaincu qu'à moyen et long terme, l'Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale va contribuer durablement à une éducation pour la sécurité sociale, pour le monde du travail. Ça nous est très cher parce que sans éducation à la sécurité sociale, je pense que difficilement nos ambitions seront réalisées. L'homme est le capital le plus précieux. Les deux parties n'ont pas manqué de rendre hommage à celui qui a jeté les bases de cet ambitieux projet. Il s'agit de Bouré Makansei, alors recteur de l'USJPB, actuellement ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La convention s'étend sur une période de 5 ans et le démarrage des cours est prévu ce mois de février 2025. À suivre ce soir dans nos programmes, question d'actualité qui porte sur la prise en charge du VIH-Sida au Mali avec la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. Il sera question des actions de communication et de sensibilisation de la structure ainsi que les efforts de l'État et les partenaires dans la lutte contre le fléau. Question d'actualité à suivre après Défense citoyenne, une animation de Al-Juma Atina. Lancement des activités du mouvement Mali Horizon 2035, une plateforme citoyenne qui regroupe aujourd'hui plus de 30 associations, partis politiques et organisations de la société civile. Kassim Diallo et Siriki Koulibaly. Le mouvement Mali Horizon 2035, qui a pour mission de veiller sur les intérêts des Maliens, lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance à travers la formation des jeunes et des femmes pour des élections crédibles et transparentes. Pour l'atteinte de ces objectifs, Mali Horizon 2035 s'implante déjà en commune 1 du district de Bamako après un mois d'existence. Ce lancement et ces mises en place vont continuer sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est clair, c'est de soutenir la transition, mais aussi de réunir l'ensemble des organisations, mouvements autour des actions communes de la transition malienne, de la souveraineté retrouvée. Rassembler et sensibiliser la population, c'est à cela que va s'atteler la mission de la coordinatrice du mouvement Mali Horizon 2035 en commune 1 du district de Bamako. Les populations du premier arrondissement souscrivent avec conviction à ce mouvement dont l'ambition est de renforcer la formation des populations à la démocratie, la lutte contre la corruption, le développement économique, social et culturel. Le mouvement Mali Horizon 2035 se propose d'être une alternative politique malienne pour un développement économique, culturel et éducatif. C'est l'heure du sport dans ce 20h et le rendez-vous pour nous parler de l'actualité sportive. Abdelkarim Kaba, bonsoir Abdelkarim. Bonsoir Kadiatou Kone, bonsoir à tout le monde. Alors, hier samedi a eu lieu le lancement de la 32e édition du tournoi des 11 étoiles du Mandé. Après les récoltes, cet événement sportif réunit chaque samedi dans un village les équipes des 11 villages de l'arrondissement de Djoliba, commune du Mandé. L'édition 2025 se tient dans le village de Kouroussa-le-Coron, un tournoi qui a fortement contribué à l'attente et à la cohésion sociale entre les villages de l'arrondissement. Et c'est le ministre en charge de la jeunesse et des sports qui a présidé la cérémonie de lancement qui a été marquée par une causerie débat sur l'apport de cette compétition devenue tradition sur le vivre ensemble dans la localité. Retenez bien, avant 1993, il n'y avait pas de mariage ni un climat de paix entre ces localités. Envoyé spécial à Kouroussa-le-Coron, Abdoulaye Diarra, Bemba Sibi.
Le sport est un puissant facteur de cohésion sociale et les habitants des 11 villages de l'arrondissement de Djoliba dans la commune du Mandé le savent très bien, car le tournoi des 11 étoiles du Mandé, qui a sa 32e édition, a joué un rôle important dans l'apaisement des tensions sociales entre les 11 villages. Les villages ne s'attendaient pas. Raison pour laquelle moi j'ai envisagé de dire que vraiment si on essayait de voir les jeunes et que les jeunes s'attendent, tous ces problèmes-là vont se terminer. Effectivement, il y a eu des mariages, des enfants ont eu des enfants jusqu'à ce que tous ceux-ci travaillent maintenant main à main. Nous rendons un vibrant hommage à nos aînés vraiment qui ont eu cette belle idée de créer un tel événement qui est devenu aujourd'hui pour nous une tradition, voire une culture. Surtout que cette année, le président de la transition a dédié l'année 2025 comme l'année de la culture. Donc nous avons ajouté une dose particulière. Donc c'est pourquoi les médias sont là pour vulgariser, pour que ce que nous faisons soit un exemple pour les autres. Le tournoi de 11 étoiles du Mandé est un exemple concret du rôle important du sport dans le processus de paix et de réconciliation. Cette initiative est soutenue et accompagnée par le département en charge de la jeunesse et des sports. Elle doit inspirer les autres communautés du Mali. C'est pourquoi le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a tenu à présider le lancement de cette 32e édition. Nous avons 11 villages qui, depuis plus de 34-35 ans, qui ne se parlaient pas avant, qui ne se côtoyaient pas, qui ne se mariaient pas entre eux, qui ont décidé à un moment donné de mettre un frein, de se donner la main pour essayer d'évoluer et de se dire qu'ils ne peuvent pas développer leur environnement s'ils ne font pas la paix entre eux. Utiliser des cadres de sport pour pouvoir réunir les gens, passer des messages. Je pense qu'il était impératif pour moi d'être ici. La cérémonie de lancement de la 32e édition des 11 étoiles du Mandé a été marquée par une causerie de base sur l'historique de cet événement qui est devenu une tradition, des prestations folkloriques et une soirée. Le clou de l'événement est la rencontre entre l'équipe de course à l'écoron et la sélection des 11 autres villages. Le principe est simple, chaque samedi, l'équipe de la localité qui reçoit affronte une sélection des autres villages. Mais le grand vainqueur de la compétition reste les 11 villages de l'arrondissement de Djoliba. Une belle initiative, Abdoul Karim Kaba, pour la paix et la cohésion sociale. Tout à fait, et les sports, il y a beaucoup. Art martial à présent, une nouvelle branche de taekwondo est désormais pratiquée dans notre pays. Il s'agit de l'association malienne de taekwondo Police. Cette nouvelle approche de la discipline permet de développer l'aspect mental, c'est-à-dire l'esprit de guerrier. Elle renforce les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne. La cérémonie de lancement de l'association, qui avait comme parrain le général du corps d'armée Sadio Kamara, s'est déroulée au Palais des Sports. C'est la Maïga. Reportage signé Aridou Matina. Au service des forces de défense et de sécurité, le taekwondo de police en perpétuelle évolution dans beaucoup de pays prend corps désormais au Mali auprès de la Fédération malienne de taekwondo avec la création de l'Association malienne de taekwondo police. Cette cérémonie consacre ainsi le lancement officiel de l'AMTP qui a comme présidente le général de brigade Nema Sagara. En créant cette association, il s'agit de donner l'opportunité aux forces de défense et de sécurité d'épouser les vertus du taekwondo pour mener à bien leur mission de sécurisation. En intégrant officiellement le taekwondo dans la formation et la pratique quotidienne de nos forces de police, nous faisons un choix audacieux et visionnaire. Nous donnons ainsi aux hommes et aux femmes en uniforme les moyens de se dépasser, de se discipliner davantage et de se préparer aux exigences de leur mission avec un esprit plus affûté et un corps plus résilient. La toute nouvelle association peut d'ores et déjà compter sur la maison mère, la Confédération africaine de taekwondo police, qui se réjouit de l'heureuse initiative. Du 22 au 23 novembre 2015, s'est tenue à N'Djamena au Tchad la mise sous pied d'une instance confédérale appelée APTA, Confédération africaine de police taekwondo. Ce fut un tournant historique, un cri d'indépendance pour la formation et le type de nos forces de défense et de sécurité.
Aujourd'hui, nous venons poser une pierre de plus à cet édifice en intégrant le Mali dans cette dynamique. La Fédération malienne de taekwondo, qui assure d'ailleurs l'expertise, rassure qu'elle cheminera sereinement dans une complémentarité harmonieuse. La Fédération malienne de taekwondo, pétrie des valeurs enseignées et vulgarisées par le taekwondo, est désireuse d'être en phase avec l'évolution de la discipline, a entrepris depuis 2 ans la longue marche vers la création de cette association Taekwondo Police. Vous pouvez donc aisément comprendre ma satisfaction de voir la concrétisation de cet effort. Étant fort du fait que les forces de défense et de sécurité sont d'ores et déjà ancrées dans les valeurs fondamentales du taekwondo, à savoir la discipline, la persévérance, le self-control, un esprit indomptable, la courtoisie, le respect, l'intégrité, la Fédération reste confiante qu'elle cheminera sereinement auprès de la MTP. D'ores et déjà, l'assistance a pu découvrir quelques techniques de base de la discipline telles que les mouvements d'ensemble, les attaques-défense, des katas bien coordonnés, bref, des prouesses et savoir-faire exécutés avec dextérité, agilité et précision par les différentes unités de défense et de sécurité présentes à la cérémonie, qui sont la police nationale, la gendarmerie nationale, la protection civile, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts, le bataillon du sport et une équipe de la Fédération malienne de taekwondo. On en parlait hier, Abdul Karim Kaba, le centre de formation de volleyball de Daoudabougou en dames et l'AS Commune 4 en messieurs sont les vainqueurs du championnat national de beach volley. Chez les dames, le centre de formation de volleyball de Daoudabougou a battu la formation de l'AS 1008 logements. Là, nous sommes chez les hommes. Eh bien, cette finale a opposé l'AS Commune 4 et l'USFAS, victoire des communards devant l'équipe des militaires des 7 à 0. Voilà, les services de l'USFAS qui a été répondu par la paire de l'AS Commune 4. Eh bien, il faut finish. L'AS Commune 4 s'impose en finale homme du championnat national de beach volley des 7 à 0. Chez les dames, eh bien, le centre de formation de volleyball de Daoudabougou a battu la formation de l'AS 1008 logements par 17 à 1. Le centre de formation de volleyball de Daoudabougou et l'AS Commune 4 gagnent donc le trophée du championnat national de beach volley. L'USFAS en dames et l'AS 1008 logements chez les hommes sont 3e de la compétition. Voilà. Une démonstration de l'AS Commune 4 devant l'USFAS et le centre de formation de volleyball de Daoudabougou qui remporte donc la finale chez les dames. Cette compétition est organisée par la Fédération malienne de volleyball. Cette pratique de volleyball sur sable a regroupé toutes les ligues du Mali en dames et messieurs au stade du 26 mars de Rimadio pendant des jours. Merci bien, Abdul Karim Kaba. Merci bien. Et bon début de semaine. À vous, pareillement. Et c'est sur cette note sportive que se referme cette édition. Merci encore une fois de votre fidélité. Demain commence une autre semaine. Mariam Koné vous donne rendez-vous pour le 20h, mais avant, à 13h, vous serez avec Balakissa Ouattara. Prendre une décision importante dans notre vie, cela fait peur. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est de regretter de ne pas l'avoir fait. Parole de nos grands-pères. Bonne fin de soirée à tous et que Dieu vous garde.